Donc, nous sommes arrivés à la semaine numéro 2, jour 6 du procès. Cassie Ventura est revenue à la barre vendredi dernier pour un contre-interrogatoire plus intense. L'équipe juridique de Didi a tenté de décrédibiliser son témoignage en soulignant des incohérences entre ses anciennes interviews et ses déclarations actuelles, notamment en ce qui concerne la consommation de drogue, la chronologie de sa relation et les règlements passés. Un moment fort est survenu lorsque l'avocat de la défense s'est concentré sur la célèbre vidéo de surveillance de l'hôtel Intercontinental en 2016. La défense a laissé entendre que l'incident aurait pu survenir parce que Didi traversait un épisode de manque. Elle a rappelé à Cassie qu'en 2012, Didi avait dû être hospitalisé à cause d'une overdose d'antidouleurs. Ils ont relu des messages entre Didi et Cassie, envoyés quelques jours après l'incident de 2016, en se demandant si la violence montrée dans la vidéo correspondait à son témoignage détaillé. Malgré son calme apparent pendant la majorité de la journée, Cassie s'est montrée émotive lorsque l'on l'a interrogée sur la façon dont Didi l'aurait poussée à participer à des freak-offs et sur le fait de savoir si elle se sentait libre de dire non. Elle a déclaré qu'elle se dissociait souvent mentalement pour pouvoir faire face. Après son contre-interrogatoire, les procureurs ont repris le contrôle et ont clarifié plusieurs questions que la défense tentait de détourner. Ils ont permis à Cassie de réaffirmer des éléments essentiels de son récit, notamment le contrôle de Didi, ses menaces et le traumatisme émotionnel qu'elle a subi. Le dernier jour de Cassie à la barre s'est terminé après 4 longues journées de témoignages émotionnels. La défense a clôturé avec une question importante. Mademoiselle Ventura, vous venez de conclure un règlement de 10 millions de dollars avec l'Intercontinental la semaine dernière, juste avant le procès? Après une objection rejetée du procureur, Cassie a répondu « Oui ». Nous avons aussi entendu l'agent du HSI, Yassine Benda, qui nous a informé que plusieurs objets avaient été trouvés dans la chambre d'hôtel où résidait Didi, attendant d'être arrêté par les fédéraux. Plusieurs bouteilles d'huile pour bébé, du lubrifiant Astroglide, 9 000 dollars en espèces, des caméras, un éclairage et du Pink Tree, connu sous le nom de kétamine, dans un flacon de médicaments prescrit sous le nom de Frank White. Cela donne l'impression que Didi voulait s'offrir un dernier freak-off pour la nostalgie. Nous avons également entendu le témoignage glaçant de Don Rashard, ancienne membre de Danity Kane, et de Didi Dirty Money. Elle a raconté comment Didi avait frappé Cassie à la tête avec une poêle, l'avait traînée dans les escaliers par les cheveux, tout en hurlant après elle. Don doit reprendre la barre aujourd'hui pour raconter d'autres événements, certains vécus avec Cassie, peut-être même certains qu'elle a subis elle-même. Nous allons entrer dans les détails du jour 6 du procès et bien plus encore. Mais avant, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles sur cette affaire et sur d'autres à venir. Maintenant, revenons au procès. Le jour numéro 6 commence. Tous debout, le juge Subramanian entre. Concernant la demande de la défense, le juge déclare que la déclaration d'ouverture de l'avocate Tini Geragos, de l'équipe de Didi, a ouvert la porte au témoignage de Don Rashard. En revanche, le témoignage de M. James, ancien assistant personnel de Didi, est jugé inadmissible. La défense essayait d'éliminer le témoignage de Don Rashard, mais le juge maintient qu'il est recevable. Le juge demande ensuite au gouvernement si Don Rashard témoignera bien de ce qu'elle a vu et entendu, ce à quoi ils répondent oui, tout comme ce qui a été accepté pour les témoignages au studio d'enregistrement. Le procureur Slavic ajoute que les assistants personnels de M. Combs passaient jusqu'à 20 heures par jour à ses côtés, rendant leur témoignage valable. Mais le juge exprime une inquiétude. Il pense que l'on peut obtenir ces preuves autrement. Ce que M. James apporterait ne serait qu'un complément. L'avocat principal de Didi, Agni Philo, Zrenia, intervient et conteste. Il affirme que ces témoignages concernent des affaires personnelles et que les descriptions de poste sont trop vagues. Le juge réoriente la discussion. Concentrons-nous sur l'agression du chef. Si M. James apprend par un agent de sécurité que M. Combs a agressé le chef, cela ne rentre-t-il pas dans le cadre de son emploi? Ignolo répond « Je ne vois pas ce que cela a à voir avec le racket ». Le procureur Slavic insiste. C'est pertinent pour comprendre les méthodes de l'entreprise. Le chef a été identifié comme une victime de travail forcé. L'avocat Annie Philo déclare « Je vais laisser maître Westmoreland traiter de l'autre témoin ». L'avocate Westmoreland, représentant Didi, enchaîne. Don Rashard affirme que M. Combs a agressé Mademoiselle Ventura juste devant elle.
Mais les autres menaces présumées ne se sont pas produites à proximité immédiate de cette agression. Elle poursuit. Nous devons faire la distinction entre l'époque Danny T. Kane et l'époque Didi Dirty Money. Et quand M. Pierre lui dit « Tu vas aller où ?» Je ne vois pas comment cela peut être interprété comme une menace. Le juge répond « Je vais y réfléchir ». Il ajoute ensuite « Nous avons reçu une demande de la presse pour que les courriels soient versés au dossier. Je vous ordonne de les compiler et de les insérer dans le registre d'ici mardi prochain, puis chaque semaine par la suite. » La jury entre dans la salle. Don Rachard est déjà à la barre. Le procureur commence. Quand M. Combs vous a dit que des gens pouvaient disparaître, comment l'avez-vous interprété? Don répond. Que des gens pouvaient mourir. Je n'arrivais pas à croire que ce soit le début de notre aventure ensemble. Nous, désignant Didi Dirty Money. Le procureur poursuit. Que voyez-vous? Don répond. Il la traînait, lui donnait des coups de pied et des coups de poing dans la bouche. Qu'est-ce qui déclenchait ces actes de violence? La défense objecte. Le juge. Objection rejetée. Don. Quand elle osait s'affirmer. Le procureur demande. Qui d'autre dans l'entourage de sécurité a été témoin de ces violences? Don. D-Rock et Roger Bonds. Où Cassie a-t-elle été frappée? Don. Au genou, au visage, partout. Est-ce qu'un jour vous étiez à New York pour un festival? Don. Oui, à Central Park, dans une résidence. Que s'est-il passé? Don. Il a frappé Cassie. Elle est allée pleurer dans la salle de bain. Elle avait l'air blessée, choquée. La défense objecte. Objection soutenue. Le procureur. Quelles blessures avez-vous observées? Don. Un œil gonflé. Pourquoi êtes-vous resté avec Cassie après cet incident? Don. Je voulais qu'elle se sente soutenue. On montre ensuite une photo prise lors de l'événement à Central Park. Cassie porte des lunettes de soleil. Don aussi. Pourquoi portiez-vous ces lunettes? Don. Par solidarité. Lors de l'agression suivante, qui était présent? Don. D-Rock, Capricorn Clark, Harve Pierre. Et qui est Harve Pierre chez Bad Boy? Don. Il rendait des comptes à Sean Combs. Ont-ils réagi? Don. Aucun de nous n'a rien fait. Que s'est-il passé sur le chemin du retour à Los Angeles? Don. Il a giflé Cassie en lui disant de la fermer. Et comment les passagers ont-ils réagi? Don. Nous sommes restés silencieux pendant tout le trajet. Elle ajoute, je me suis dit, s'il fait ça à quelqu'un qu'il est censé aimer, que ferait-il à une simple employée? Donc, je l'abordais toujours avec douceur. Avez-vous tenté d'intervenir dans leur relation? Don. Non, pour ma propre sécurité. Avez-vous vu M. Combs consommer des drogues? Don. Oui. Du cannabis, de la kétamine, de la MDMA, de la cocaïne. Des opiacés? Don. Non, jamais vu. Qui lui fournissait les drogues? Don. One Stop. Il avait tout. Même des pilules du lendemain et des contraceptifs. Avez-vous vu M. Combs avec des armes à feu? Don. Oui, des armes de poing, à l'arrière de son pantalon. Qui d'autre avait des armes? Don. D-Rock, Roger Bonds. Qu'avez-vous fait après avoir quitté Bad Boy? Don. J'ai chanté. Mais chaque fois que je prenais de l'élan, je recevais un FaceTime de lui. Comment lui parliez-vous? Don. Très doucement. Je l'appelais toujours frérot. Pourquoi n'avez-vous pas révélé les violences que vous aviez vues? Don. Parce que M. Combs et Harve Pierre m'avaient dit de ne pas le faire. Alors, quand avez-vous décidé de parler? Don. En 2024, quand j'ai vu Mademoiselle Ventura témoigner et dire la vérité. La défense objecte. Le juge. Objection retenue. Avez-vous vu Mademoiselle Ventura déposer une plainte civile, puis vous avez déposé la vôtre? Don. Oui. Le juge demande à la défense de contre-interroger. Westmoreland. Vous savez qu'une motion a été déposée pour rejeter votre plainte? Don. J'ai des avocats civils. Vous avez parlé avec les procureurs. Vos allégations ont changé. Don. J'ai toujours été cohérente.
Vous avez témoigné qu'il avait tenté de la frapper avec une poêle et que mademoiselle Ventura s'était mise en position fétale, n'est-ce pas? Don. Oui. Avez-vous déjà dit que vous aviez entendu la poêle frapper le mur, sans avoir vu la scène? Don. Je ne m'en souviens pas. Westmoreland. Mademoiselle Rachard, je vous rappelle que vous êtes sous serment. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il est difficile pour vous de rester constante concernant l'incident des œufs? Don. J'ai raconté aussi précisément que possible. Le lendemain, vous avez dit que M. Combs avait déclaré que des gens pouvaient disparaître? Don. Oui. Westmoreland. Dans votre entretien du 18 mars 2025, vous n'avez rien dit à propos de cela. Don. Je ne m'en souviens pas. L'avocate. Pas de souci, je vais vous montrer un document. Page 5. N'est-il pas vrai que c'est seulement la semaine dernière que vous avez dit ça pour la première fois? Don. Je sais ce que j'ai dit. Vous avez parlé d'une menace de mort que vous n'avez pas mentionnée 7 fois auparavant. Passons à l'incident présumé avant le concert de Central Park. Vous savez qu'il y avait une équipe de tournage? Don. Pas dans la salle de bain. Vous avez été filmé dans le parc. Savez-vous si la vidéo a été transmise? Don. Non. À propos des armes à feu, vous n'avez rien dit au procureur? Don. J'ai vu des armes chez Didi. Ils ne m'ont pas posé la question. Vous n'avez jamais vu M. Combs sortir une arme, la brandir, charger des balles? Don. Non. Il l'avait simplement sur lui. Avez-vous dit au gouvernement que vous n'aviez jamais vu M. Combs consommer de la cocaïne? Don. Je ne me souviens pas. Votre témoignage a changé sur plusieurs points. Don. Avec le temps, je me souviens de plus en plus. Oh non. Qui est Miss Westmoreland? Elle est en train de mettre Didi à l'aise sur le dos de Don. Vous avez vu One Stop vendre de la drogue? Vous l'avez vu prendre de l'argent? Don? Oui. Une seconde. Vous n'avez pas dit au gouvernement que vous aviez vu quelqu'un lui payer? Donc vous avez menti, n'est-ce pas? Don? Non. Le juge Subramanian demande une discussion à huis clos. Vous avez perçu les menaces comme des menaces de mort? Don? Oui. Vous aviez peur pour votre vie? Don? J'avais peur. Vous avez quitté M. Combs en 2011, mais ensuite vous êtes revenu pour lui demander de retravailler avec lui? Don? Mhm. Pourtant, il vous avait menacé, n'est-ce pas? Don? Oui. Et vous lui avez redemandé de retravailler avec lui? Don? Oui. Oh, d'accord. Les chansons que vous avez sorties en solo n'ont pas atteint le niveau de ce que vous avez sorti avec Danny T. Kane et Didi Dirty Money, n'est-ce pas? Don. C'est vrai. Et vous avez recontacté M. Combs pour essayer de gagner plus d'argent, n'est-ce pas? Don. Oui. Don témoigne qu'elle a été attristée par la décision de Sean Combs de démanteler ces deux groupes, Danny T. Kane et Didi Dirty Money. Vous avez le sentiment que M. Combs a ruiné votre carrière non pas une, mais 2 fois, n'est-ce pas? Don. Oui. M. Westmoreland demande à Don d'admettre qu'elle a déposé plainte contre Combs pour obtenir beaucoup d'argent. Don répond non, mais elle déclare qu'elle voulait être compensée pour le travail qu'elle avait fourni. Le procureur demande une brève interruption. Maintenant de retour après une courte pause, c'est l'heure du contre-interrogatoire du ministère public. Pourquoi avez-vous déposé votre plainte civile? Don. Quand je travaillais pour Sean Combs, je ne dormais jamais. Les conditions? Horribles. À chaque réunion avec le gouvernement, avez-vous déclaré que M. Combs avait frappé mademoiselle Ventura? Don. Oui. Le ministère public demande si Rachard avait beaucoup réfléchi aux incidents au cours des 10 années écoulées. Elle répond non. C'était une période difficile, une mauvaise période pour moi. Tout ne m'est pas revenu immédiatement. L'environnement était traumatisant, donc j'ai essayé d'effacer ces choses de ma mémoire. En parlant avec les enquêteurs, Rachard affirme que ses souvenirs lui reviennent chaque jour. Elle dit aussi qu'elle essaie de relater les choses aussi précisément et fidèlement que possible. Elle confirme avoir dit au gouvernement qu'elle a vu Combs frapper Cassie et la menacer pour qu'elle garde le silence à plusieurs reprises.
Elle dit qu'elle ne doute absolument pas que Combs ait tenté de frapper Cassie, ni que Cassie se soit mise en position fétale. Pourquoi avez-vous recontacté M. Combs? Don. Un des juges de Making the Band, Lauriane Gibson, m'a dit que je devrais le recontacter. Me Westmoreland. Objection. Le juge. Accepté. À quelle fréquence entendiez-vous parler de M. Combs après avoir quitté Didi Dirty Money? Don. De façon sporadique. Pourquoi l'avez-vous recontacté? Don admet qu'elle ne voulait pas vraiment le recontacter, parce que ce n'était pas bien quand elle avait travaillé avec lui. Elle explique. Je ne le voulais pas, mais j'essayais d'aider mon amie Kina Harper. Me Westmoreland. Pouvons-nous avoir une brève conférence à l'arrière? Et voilà une autre interruption. L'ancienne meilleure amie de Cassie Ventura, Kerry Morgan, est appelée à la barre. Le juge Subramanian a statué que Morgan pouvait témoigner que Ventura lui avait confié avoir peur de Didi et qu'elle ne pouvait pas rompre avec lui parce qu'il contrôlait sa carrière. Le gouvernement interroge Kerry Morgan. Où habitez-vous? Kerry. Los Angeles. On montre une photo. Qui est sur cette photo? Kerry. Cassie Ventura. Quelle était votre relation avec elle? Kerry. Nous étions meilleurs amis. Son petit ami vous a agressé? Kerry. Oui. Le voyez-vous ici dans la salle? Kerry. Oui, il porte un pull jaune. Que le procès-verbal reflète que le témoin a identifié l'accusé, Sean Combs. Pourquoi êtes-vous ici? Kerry. J'ai été assignée à comparaître. Où viviez-vous avec Cassie? Kerry. À Manhattan. Est-ce que Cassie buvait? Kerry. Pas beaucoup. De la drogue? Kerry. Aucune. Elle faisait quoi comme travail? Kerry. Du mannequinat? Puis elle a commencé à enregistrer. Quand avez-vous appris qu'ils sortaient ensemble? Kerry. Anto-Tuzen Oxju. Avez-vous voyagé avec Cassie et M. Combs? Kerry. Oui, Ibiza, Miami. Quelle drogue M. Combs fournissait-il? Kerry. Molly, marijuana, ecstasy. Et lui, que prenait-il? Kerry. Tout. Preniez-vous aussi de la drogue avec Cassie? Kerry. Des opiacés. Comment M. Combs se comportait-il? Kerry. Il criait sur Cassie. Elle a perdu confiance en elle. Elle a perdu son étincelle. Il la rabaissait? Kerry? Oui. Sur son apparence, sur les gens qu'elle fréquentait. Vous a-t-il contacté pour la chercher? Kerry? Oui, très souvent. Parfois, combien d'appels passait-il? Kerry. 50 fois d'ahuilé. D'autres personnes vous appelaient-elles pour lui? Kerry? Oui, Christina Kororum ou Kaka. Avez-vous été témoin d'agression? Kerry. Oui. Où avez-vous vu la première agression? Kerry. À Hollywood Hills. Reuben, un des gardes de sécurité, était là. Que s'est-il passé? Kerry, Monsieur Combs a donné un coup de pied à Cassie. Et elle, qu'a-t-elle fait? Kerry? Rien. Avez-vous demandé à Reuben d'intervenir? Kerry? Oui. Il m'a fait comprendre qu'il ne le ferait pas. Ensuite, que s'est-il passé? Kerry? Nous avons quitté la maison. Cassie et moi nous sommes cachés sur les marches d'entrée de quelqu'un. Et après? Kerry? En Jamaïque, je l'ai vue la traîner par les cheveux. Que s'est-il passé ensuite? Kerry? Je suis retournée chercher mon sac et mon téléphone pour qu'on puisse partir. Qu'avez-vous vu? Kerry? Je l'ai vue la pousser au sol. Elle a heurté une brique avec la tête? A-t-elle bougé? Kerry? Non. Elle était recroquevillée au sol, en position fétale, les yeux fermés. Que pensiez-vous? Kerry? Je pensais qu'elle avait perdu connaissance. Que s'est-il passé après? Kerry. 20 à 30 secondes plus tard, elle s'est relevée et a couru dans une zone boisée. Ensuite? Kerry. Il y avait 2 voiturettes de golf dans l'allée. J'en ai pris une, Sean a pris l'autre. On est partis dans des directions opposées pour chercher Cassie. L'avez-vous retrouvée? Kerry. Oui. Nous nous sommes cachés dans un fossé, en chuchotant. Que s'est-il passé à l'appartement de Comstock? Kerry.
Cassie est revenue avec une capuche couvrant son visage. Ensuite, Sean est arrivé et a essayé d'entrer, frappant à la porte avec un marteau. « Qu'avez-vous fait? » Kerry? J'ai appelé D-Rock. A-t-il réussi à entrer? Kerry? Non. Ensuite? Kerry. La police est venue. Que s'est-il passé? Kerry. Cassie n'a pas voulu leur montrer sa pièce d'identité. Ils sont partis en laissant une carte. Ce message, vous l'avez envoyé? Kerry. Oui. Elle montre une photo de la carte laissée par le détective. Monsieur Combs vous a-t-il déjà agressé? Kerry. Oui. Il m'a frappé avec un cintre en bois et m'a étranglé. Où le cintre vous a-t-il touché? Kerry. Derrière l'oreille droite. Pourquoi a-t-il fait ça? Kerry. Il était obsédé par l'idée que Cassie le trompait. À qui en avez-vous parlé? Kerry. À Ryan, l'ancien assistant de Sean. Qu'a-t-il fait? Kerry hausse les épaules. Rien. Avez-vous revu Cassie depuis? Kerry. Non. Le juge ordonne une pause. Pendant que le jury part déjeuner, les débats se poursuivent. Le juge. Quelle est votre meilleure référence juridique pour tenter de faire admettre cette preuve? Le procureur commence à énumérer des documents. Le juge. Je vais les examiner et nous reviendrons. Annie Philo. Je ne les avais jamais vus auparavant. Le juge. Vous avez tous besoin de manger quelque chose. Pause déjeuner. De retour d'une courte pause déjeuner, le juge déclare: si j'autorise cette preuve, Mademoiselle Ventura pourrait être rappelée à la barre. Le procureur. Je doute que nous la rappelions. Le juge. La défense pourrait la rappeler. Le procureur. Je doute qu'elle soit disponible. Le juge. Alors, cette preuve est exclue. Le juge Subramanian continue. Je prévois que M. David James sera le prochain témoin. En quoi cela est-il pertinent? Le procureur. Cela concerne les moyens et méthodes de l'entreprise. M. Combs a menacé d'agresser des employés. Le jury entre. Le procureur. Plus de questions pour Mademoiselle Morgan. Le juge. Contre-interrogatoire. Annie Philo entre. Annie Philo. Vous étiez la meilleure amie de Mademoiselle Ventura depuis 2004? Kerry Morgan. En fait, depuis 2001. Nous nous sommes rencontrés en attendant que les photos Polaroid se développent. Je vivais à Bualo, elle était au Connecticut. Annie Philo. Ensuite, vous étiez toutes les deux à New York? Kerry. Je suis restée au centre-ville. Elle a déménagé à Harlem. Annie Philo. Avez-vous déjà rencontré Kim Porter? Kerry. Oui, probablement à un concert. Annie Philo. Cassie était-elle jalouse? Kerry. Oui. Et dans l'autre sens aussi. Annie Philo. Cassie parlait à Michael B. Jordan et Sean est devenu jaloux? Lizzie. Kerry. Elle essayait de le quitter. Annie Philo. Vous consommiez toutes les deux de la drogue? Kerry. Non. Annie Philo. Vous étiez en Afrique du Sud. Avez-vous appris l'existence de Gina? Kerry. Oui, il avait une véritable relation avec cette petite fille. Annie Philo. Pourquoi l'appelez-vous comme ça? Kerry. Elle se comporte comme ça. Elle est plus jeune que nous. Annie Philo. Quand vous dites que Sean a martelé la porte, pourquoi la police est-elle venue? Kerry. Ils ont dit que c'était à cause du bruit. Cassie était visiblement blessée, mais elle n'a rien dit. Annie Philo. De votre point de vue, ils s'aimaient profondément. Kerry. Oui. Kerry Morgan a déclaré lors du contre-interrogatoire que Ventura et Combs étaient amoureux et que c'était réciproque de son point de vue. Elle a reconnu que, bien qu'elle ait parfois conseillé à Ventura de quitter Combs, elle lui avait aussi dit de rester avec lui à d'autres occasions. Morgan affirme avoir été personnellement agressée par Combs avec un cintre en bois en 2018, ce qui lui aurait causé une commotion cérébrale importante et l'aurait profondément ébranlée. Elle a cessé de parler à Ventura après que l'artiste lui ait proposé 30 000 $ pour signer un accord de confidentialité. Morgan a accepté l'argent, mais a vu cela comme une trahison, selon son témoignage. Vous étiez meilleurs amis pendant 18 ans, mais vous ne lui avez plus parlé depuis 2018? Kerry. C'est vrai. Annie Philo.
Au risque d'être Capitaine Obvious, c'est long. Carrie, elle est passée à autre chose. Objection de l'accusation. Agnifilo. Pourquoi n'avez-vous plus parlé avec elle? Carrie. Elle ne m'a pas soutenue après que Sean m'a agressée. J'ai mis une limite à l'agression. Agnifilo. Vous avez donc conclu un accord avec Mademoiselle Ventura. L'argent venait de Monsieur Combs? Carrie? Oui. Agnifilo montre des photos à Carrie Morgan, puis demande « Savez-vous si Louise Hayes est une autrice de développement personnel sur l'affirmation de soi? » Carrie? Oui. Agnifilo. Pourquoi lui avez-vous envoyé ça? Carrie? Des mots d'encouragement. Je ne me souviens pas de l'avoir envoyé. Agnifilo. D'accord, je veux vous montrer encore quelques photos. Mais d'abord, parlons de l'incident où il vous a attrapé par le cou. Est-ce que vous et Cassie consommiez de la drogue à ce moment-là? Carrie? Non. Agnifilo. Qu'a-t-il dit? Carrie, il a dit « Avec qui elle me trompe ?» Agnifilo. Vous êtes allé aux urgences, pas à l'hôpital, n'est-ce pas? Carrie? Oui. Agnifilo. Mais n'avez-vous pas dit au procureur que c'était sanglant et que vous étiez allé à l'hôpital? Carrie. Je ne me souviens pas. Agnifilo. Regardez ceci. Document 3500 non montré au jury. Carrie. Je vois que j'ai dit ça. C'est maintenant l'heure du contre-interrogatoire. Le procureur Foster dit « Vous souvenez-vous que M. Agnifilo vous a interrogé sur l'incident à Los Angeles? » Objection de la défense. Le juge. Objection rejetée. Foster. Il l'a frappé, comme en Jamaïque, en se disputant à propos de jalousie. Que s'est-il passé en Jamaïque? Carrie. Il a traîné Cassie par les cheveux dans le couloir d'une cour sale. Foster. Parlait-il de jalousie? Carrie? Non, il avait passé trop de temps dans la salle de bain. Foster. Rien d'autre. Le juge. Un contre-interrogatoire supplémentaire? Agnifilo. Non, votre honneur. Témoin suivant, David James. Procureur. Pourquoi êtes-vous ici? David James. J'ai été assigné à comparaître? Procureur. Étiez-vous l'assistant personnel de K de 2007 à 2009? David. Oui. Procureur. Qui est sur cette photo? David. C'est moi. David continue. Je suis allé à l'université au Michigan. Plus tard, j'ai envoyé mon CV par fax à Bad Boy. Procureur. Où l'entretien a-t-il eu lieu? David. Au 1710 Broadway. Procureur. Qui avez-vous rencontré? David. Tommy, sa sœur Kesha et d'autres. Procureur. Comment vous ont-ils testé? David. Ils m'ont donné 40 rendez-vous et m'ont demandé de faire un planning. Il fallait savoir, par exemple, à quelle heure une émission passait sur Hot 97. Procureur. Que vous a demandé M. Combs? David. De faire un tableau pour Miami. Procureur. Qu'avez-vous répondu? David. Je connais ses préférences alimentaires et ses restaurants. Il m'a demandé pourquoi je ferais un bon assistant. J'ai répondu « Can't stop, won't stop ». Hein? Can't stop, won't stop. Narration. Bébé, j'aime déjà David. Son sens de l'humour est dingue. Lors de l'entretien, l'équipe lui a dit « C'est le royaume de Monsieur Combs. Nous sommes tous là pour le servir. » Procureur. Avait-il d'autres assistants? Ça. David. Oui. Miss Robb, Bless, Monsieur Barber, d'autres encore. Procureur. Que faisiez-vous en tant qu'assistant? David. Bad Boy jusqu'à 17h, dîner, puis au studio jusqu'à 3h du matin. Procureur. Vous receviez un appel à la fin de la nuit? David. Oui. David James explique que Sean Combs avait un cahier des charges unique lorsqu'il séjournait dans des hôtels. Un rider est une liste de conditions exigées pour la chambre d'un invité important. David disait qu'il préparait les riders pour les hôtels, les loges et les lieux de concert. Il n'a pas précisé ce qu'il contenait, mais le gouvernement compte y revenir. Procureur. Avez-vous voyagé avec M. Combs? Et David. Oui. Procureur. Qui était dans la sécurité?
David. D-Rock, Bonds, Uncle Polly. Procureur. Vous travaillez 20 heures par jour? David. Oui, eux aussi? Procureur. Que vous disait la sécurité? David. De rester à ma place. Procureur. Qui disait ça? David. Bonds, Uncle Polly. Procureur. Parlez-moi du chef personnel. Qui était-ce? David. Le chef Jordan. Jordan Atterson. Procureur. Monsieur Combs avait-il une petite amie à l'époque? David. Oui. Kim Porter, Sarah, Tara, Jana et Cassie. Narration. Cet homme sait où tous les corps sont enterrés. Procureur. Quel a été votre premier échange avec Cassie? David. On était sur Star Island. Kerry Morgan était là aussi. Cassie a dit « Ce mode de vie est fou ». Je lui ai demandé « Pourquoi tu ne pars pas ?» Elle a assez répondu « Sean contrôle ma vie, ma musique, il paie mon appartement. » Procureur. Et votre échange suivant? David. On a parlé de sa musique, mais l'album n'est jamais sorti. Et procureur. Avez-vous entendu une conversation? David. Oui. Monsieur Combs a dit Kim est marraine à Los Angeles avec ma famille. Il a dit j'ai Cassie ici. Je la veux. Elle est jeune et malléable. Procureur. Votre honneur. Combien de temps voulez-vous encore continuer? Ce serait un bon moment pour faire une pause. Le juge. On s'arrête pour la journée. Le tribunal est donc levé pour la journée de manière abrupte, mais avant que les parties ne quittent la salle, le gouvernement a déclaré qu'il prévoyait d'appeler plusieurs témoins mardi. Un escort masculin, un ancien chef personnel de Sean Combs et Regina Ventura, qui n'est autre que la mère de Cassie Ventura. Nous avons encore beaucoup à couvrir. Ce n'est que la 2e semaine sur 8. Alors, laissez un commentaire. Dites-moi tout ce que vous pensez du jour numéro 6. Et vous savez comment on fait? On en parle dans les commentaires, comme toujours. On se retrouve très vite. À bientôt. Merci d'avoir regardé. Mais avant de partir, cliquez sur le bouton abonner, sur j'aime et sur la cloche pour ne rater aucun de mes nouveaux épisodes.